Bonjour Monsieur Mbelou, Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, la révision de la Constitution a été inscrite à l'agenda de la session parlementaire qui va débuter. C'est Monsieur Kengo Wadondo, qui est président du Sénat, qui a précisé que cette révision de la Constitution n'allait pas porter sur l'article 220, limitant le nombre de mandats du président de la République, mais éventuellement sur le mode des scrutins des députés provinciaux, sénateurs et gouverneurs. Monsieur Mbelou, on peut dire que la machine semble déjà lancée et que rien ne l'arrêtera. Mais quelle machine est lancée? C'est une machine fondée sur des bases mensongères et fausses. Je vais m'expliquer. Nous sommes en train d'être distraits par un débat qui est faux. C'est vrai que nous avons des compatriotes qui ont participé au processus électoral vicié et vicieux depuis 2006. Et ces compatriotes ont facilement oublié que cette constitution, bien qu'ayant été soumise au référendum, n'a pas été que le produit des Congolais. C'est une constitution fabriquée ailleurs. Pourquoi cette constitution-là a-t-elle été fabriquée ailleurs? Une question que plusieurs compatriotes ne se posent plus. Et c'est une première considération. Une deuxième considération. Depuis la guerre de l'AFTL, nous sommes embarqués, ou du moins le pays, la République démocratique du Congo, est embarqué dans un processus fondé sur un mensonge éhonté. Il y a un numéro de Marianne qui vient de paraître hier, et quand vous lisez le témoignage choc d'un ex-membre du FPR dans ce journal, et c'est un article écrit par Pierre Péan, vous réalisez que tout ce qui se fait dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est du blabla. Il y a eu un mensonge ourdi par le FPR qui a orchestré l'attentat contre le président Abiyarimana et qui s'est finalement posé en victime. Depuis quelques années, les membres du FPR ayant travaillé avec Kagame ne cessent de travailler à fissurer ces murs de mensonges. Ma peine de temps en temps est liée au fait que ce que nous considérons comme étant la classe politique congolaise travaille en étant fondée sur une amnésie qui ne dit pas son nom. C'est rare que cette classe politique fasse allusion à l'histoire. Il y en a que j'entends dire, on ne va pas réécrire l'histoire. Mais la tâche des Congolais et des Congolaises aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler à une véritable réécriture de l'histoire. Donc cette deuxième considération me conduit à vous dire que le débat sur la révision d'une constitution qui n'a jamais été conçue par les Congolais, pour les Congolais, ce débat-là est faux. Et puis, poursuivre ce débat-là, après une rencontre organisée par un monsieur qui fait partie d'un trio de la mort au cœur de l'Afrique, c'est naviguer à vue, c'est fonder l'avenir du Congo sur le sable mouvant. Et j'estime qu'il y a une question sérieuse de conscience historique. J'estime qu'il y a une question sérieuse de reprise de l'initiative historique, mais aussi de la part de ceux que nous estimons être aujourd'hui les acteurs politiques, une question fondamentale de formation éthique et politique. Si ces bases-là
ne sont pas réalisées d'ici là, le Congo va aller dans le mur et ça sera pour longtemps. Il est peut-être temps que les acteurs politiques et les acteurs de la société civile congolaise puissent se ressaisir et penser que c'est urgent qu'ils réécrivent leur histoire en essayant de mettre entre parenthèses ces mensonges et ces faussetés qui ont été ourdis à partir de Kampala et de Kigali, ces faussetés, ces mensonges dans lesquels le pays est en train de se voter aujourd'hui. Monsieur Mbelou, je rappelle que cette révision de la Constitution est réclamée par la CENI, qui propose en effet dans sa feuille de route électorale d'organiser les élections des députés provinciaux, sénateurs, bourgmestres, gouverneurs, maires et conseillers urbains au suffrage indirect. On a comme l'impression que rien ne semble fait au hasard dans cette affaire, où les doutes sur l'impartialité de la CENI et de son président Abbé Maluma le posent toujours question. Mais comment voulez-vous qu'un monsieur qui fait partie d'un réseau qui a orchestré toutes ces faussetés et ces mensonges puisse travailler à en faire sortir le pays? Il y a un travail de longue haleine à faire. C'est ce travail qui consiste à repenser sérieusement et en des termes très clairs les objectifs poursuivis par la guerre de l'AFDL. Et à partir de toutes ces révélations que nous sommes en train d'avoir, il est temps que ce travail se fasse et sérieusement. Sinon, vous allez parler d'un X, d'un Y qui fait partie de telle ou telle autre commission, mais ça ne signifie rien du moment que nous avons été, le pays a été entraîné dans un mensonge et honté. Vous ne pouvez pas refonder un pays, un État digne de son nom, sur du sable mouvant, sur le mensonge. Si vraiment nous avions des compatriotes engagés sérieusement dans un travail politico-historique de la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi de la refondation de l'État chez nous, en principe, un monsieur comme Joseph Kabila et ses proches devraient être en prison. Ils ont entraîné le pays sur une fausse piste. Ils ont tout faux. Et ceux qui sont en train de les rejoindre pour créer un tant soit peu un débat sur la feuille de chou qu'on appelle constitution, mais une constitution de Liège, un débat sur une présidentielle qui a été usurpée par un candidat sans légitimité, mais beaucoup plus un gangster de grand chemin, parce que quand vous lisez l'article de Marianne auquel j'ai fait allusion maintenant, vous vous rendez compte que c'est l'un de ses parrains, James Kabarebe, qui, à côté de Paul Kagame, ont travaillé à la mort de l'Afrique des Grands Lacs. Donc, vous ne pouvez pas compter sur le monsieur de Seta Kabila pour pouvoir réécrire l'histoire et refonder l'État, que ce soit au Congo, au Rwanda ou même en Ouganda. Donc tout ce qui s'est fait là, c'est du blabla. Du blabla lié au fait que plusieurs de ceux que nous pensons être acteurs politiques au Congo ont rompu avec l'étude et l'approfondissement de notre histoire collective. La conscience historique a déserté les milieux politiques et congolais. Je pourrais même dire qu'elle a déserté les milieux de la société civile congolaise pour une large part. Vous-même avez écrit sur cette question cette semaine un article intitulé Les 3 moments électoraux paradigmatiques de l'histoire de la RDC. Et vous y dites, si les majorités congolaises étaient si bêtes à manger du foin,
pourquoi sont-elles malmenées de l'extérieur et de l'intérieur depuis les années 60 et même avant jusqu'à ces jours? Monsieur Mbelou, pourquoi sont-elles malmenées de l'extérieur et de l'intérieur depuis les années 60 jusqu'à ces jours? Elles sont malmenées parce qu'elles sont catégorisées comme étant souverainistes, c'est-à-dire les majorités congolaises, quand elles sont bien préparées, bien formées, bien informées sur les enjeux de leur pays, elles optent toujours pour les leurs, pouvant les aider à sortir du bourbier et surtout à rompre avec la crise de la légitimité dans laquelle notre pays est plongé depuis les années 60. Donc, ces majorités étant soupçonnées d'être patriotes, d'être souverainistes, d'être chauvines, sont malmenées par les maîtres du monde avec leur nègre de service. Si j'ai écrit cet article-là, c'est parce que à un certain moment, nous avons l'impression que nos populations ne comprennent rien à ce qui se passe réellement. Mais quand nous examinons l'histoire, nous nous rendons compte qu'elles ont su opérer des choix allant dans le sens de la sauvegarde de la souveraineté du Congo. Mais malheureusement, les rapports de force ont souvent joué à leur encontre. Il n'y a pas que le renversement de leurs élus au suffrage universel qui peut être pris en considération, mais il y a aussi tous ces programmes d'ajustement structurel qui leur ont été imposés pour pouvoir casser dans leur cœur et dans leur tête toute velléité de résistance. Mais je remarque que les majorités congolaises ont une telle capacité de rebondissement que ces mesures, ces programmes d'ajustement structurel n'ont pas réussi à casser le ressort de la résistance et de la lutte dans les cœurs et les têtes de plusieurs compatriotes. Donc il y a là une donne sur laquelle les véritables dignes fils et filles de ce pays-là devront demain jouer pour pouvoir impliquer ces majorités congolaises dans les luttes d'émancipation politique pouvant aider le pays à jouir de sa véritable souveraineté. Très bien, du côté de l'opposition politique, la coalition qui s'appelle Sauvons les Congo désapprouve l'inscription de la révision de la Constitution à l'agenda de la session parlementaire de mars. Et l'un des coordonnateurs de cette plateforme, Martin Fayulu, a dénoncé le mardi 25 mars ce qu'il appelle un coup d'État constitutionnel en préparation. Et ces regroupements politiques a constaté avec regret que la majorité élargie a planifié un passage en force et il veut ainsi réaliser un coup d'État à la Constitution du 18 février 2006. C'est très grave, voilà qu'il a dit M. Fayulu, fin des citations. M. Mbelou, est-ce que l'opposition dans cette situation est-elle dans son rôle naturel? Et il y a quelque chose de positif dans ce travail qui se fait, c'est le fait que ces politiciens aient compris qu'ils doivent se mettre ensemble. Cela peut être mis à leur actif. Mais l'histoire du Congo ne commence pas avec la constitution de 2006. C'est ce que je reproche à cette classe politique, c'est de ne pas relire l'histoire pour remarquer que la question de la légitimité se pose depuis que Lumumba a été assassiné et destitué de son poste de Premier ministre. Après Lumumba, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plus de 3 décennies de dictature mobusienne. Et Mobutu, comme il avait un rôle à jouer pendant la guerre dite froide, a dû régner au Congo sans partage jusqu'au moment où, malade, ses créateurs ont trouvé qu'il était devenu une créature de l'histoire. Donc, on ne peut pas relire l'histoire de notre pays en
faisant comme s'il commençait avec la Constitution de 2006. La crise de la légitimité est une crise permanente au Congo. Elle date des années 60 et ceux qui sont aux commandes dans ce pays-là, qui restent tapis dans l'ombre pour faire jouer les rôles de premier plan à leurs nègres de service, essaient de tout manipuler pour que le pays ne puisse pas sortir de cette crise de légitimité. Mais il n'y a pas que, et nous ne cesserons de le dire, nous, Congolais, avons aussi une part considérable dans cette descente du pays aux enfers. Il faudrait que nous puissions revisiter notre sens de l'histoire, mais que nous puissions davantage travailler avec nos masses populaires pour les mettre de plus en plus ensemble et créer petit à petit une masse critique. Si cette fameuse classe politique essaie de comprendre que la crise de légitimité date des années 60 et que pour renverser les rapports de force, nous avons besoin d'une masse critique, une masse bien préparée, une masse bien éduquée, une masse bien formée, une masse bien informée et une masse qui peut avoir, comme nous le disions la fois passée, une intelligentsia organique qui travaille en permanence et en synergie avec elle, une intelligentsia qui trace la voie, qui a une vision et qui pose clairement les questions de direction. Petit à petit, peut-être à moyen terme, le Congo pourrait se tirer d'affaire. Très bien, un mot sur Joseph Kabila qui s'est trouvé cette semaine en Angola à un sommet et justement réuni en sommet à Luanda. Les chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs ont condamné mardi 25 mars les actions menées par les mouvements rebelles dans les Nord Kivu, dans l'est de la RDC qui déstabilisent les pays. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information et dans leur déclaration, ils ont dit ceci: ces incidents néfastes doivent être contrôlés par les autorités compétentes afin d'éviter qu'ils ne constituent une menace pour la stabilité de notre région. C'est ce que le président Eduardo dos Santos de l'Angola a déclaré. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que est-ce que cela n'est pas une incantation de plus, hein, puisque sur terrain cela ne s'accompagne d'aucune amélioration dans la vie de chaque jour de nos compatriotes au Nord Kivu. Je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez reçu, je vous ai envoyé le compte rendu de cette rencontre-là. Pendant que les Congolais sont distraits avec le débat sur la révision de la feuille de chou de Liège, Kagame et Museveni se plaignent. Ils demandent à Kabila de pouvoir tout faire pour pouvoir récupérer les membres du M23 qui commencent à peser sur leur pays. C'est quand vous relisez posément, froidement l'histoire de la République démocratique du Congo de ces 20 dernières années, vous remarquez que chaque fois qu'il y a un problème sérieux qui doit être résolu à huis clos, on crée une distraction. Et je ne sais pas si vous pouvez me contredire, pendant toute la semaine passée, aucun débat dans les milieux politiques congolais n'a été fait sur cette récupération des membres du M23 qui sont en Ouganda et au Rwanda. Or, nous savons que plusieurs de ces membres appartiennent aux armées régulières du Rwanda et de l'Ouganda. Cela signifie que M. Kabila accepte de récupérer les membres des armées régulières de l'Ouganda et du Rwanda, comme il l'a déjà fait par le passé avec les infiltrés du RCD et du CNDP, pour pouvoir
mater les populations congolaises qu'il est en train de tuer comme des mouches, de tuer à balles réelles, de tuer par la faim, de tuer par les maladies, ainsi de suite. Alors, et quand vous analysez le séjour de ces messieurs-là en Angola, vous allez vous rendre compte qu'ils ont eu un huis clos. Et à toutes leurs rencontres, ils ont un temps de huis clos. Et nous allons voir ce qui va arriver après ce huis clos-là. Souvent, leurs huis clos ont été suivis des massacres. D'ailleurs, il y a à l'est de notre pays des coins où les massacres sont perpétrés régulièrement pendant tous ces derniers jours. Mais encore une fois, tant que nous ne comprendrons pas que Museveni, Kagame, Kabila travaillent main dans la main et que leur conquête de l'Afrique des Grands Lacs est fondée sur le mensonge, sur les massacres et la mort, nous ne pourrons pas réécrire convenablement l'histoire de la sous-région des Grands Lacs africains. Très bien. La Cour suprême de justice a condamné mercredi 26 mars Eugène Diomi Ndongala à 10 ans de prison. L'opposant a été poursuivi pour viol sur mineur, des faits qui se seraient produits en juin 2012 à Kinshasa. C'est Radio Okapi qui rapporte également cette information. Et pour son avocat Maître Bondo, cet arrêt est nocturne et l'instruction a été faite au cours de la nuit en l'absence de l'accusé, de ses conseils et avec cette incise que les 12, lorsque la Cour déclare prendre l'affaire en délibéré, les prévenus n'a pas pris la parole les derniers. Ce qui est curieux encore dans les prétendues victimes, les filles, comme les avocats n'ont pas plaidé ces jours-là, c'est ce que Maître Bondo a dénoncé. Monsieur Mbelou, la semaine passée, on a parlé du réquisitoire du procureur qui demandait 28 ans de prison et voilà maintenant que Diomi est condamné à 10 ans de prison. On a comme l'impression que c'est un règlement des comptes politique, ni plus ni moins. Mais où voyez-vous la politique? Il n'y a pas de politique. Il y a une mort organisée contre les Congolais. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Au même moment que ces messieurs-là sont allés travailler en Angola pour récupérer les assassins, les violeurs qui sont en Ouganda et au Rwanda, on condamne dans une parodie de justice un digne fils du Congo, on le met en prison pour pouvoir le tuer physiquement et politiquement. N'oubliez pas que ce monsieur-là a été enlevé pendant très longtemps et on ne savait pas où il était. N'oubliez pas cela. C'est bien d'écouter de temps en temps les témoignages de sa femme pour comprendre jusqu'où Diomi est en train de souffrir le martyre dans son corps et dans son cœur. Donc, nous avons là, et je vous le disais encore une fois la fois passée, nous avons là l'exemple de la guerre multiforme qui est menée contre les populations congolaises. Diomi résume en lui ce qui est fait aux populations congolaises et pour la plupart aux populations congolaises silencieuses. Imaginez-vous que Diomi, nous en parlons parce que il est acteur politique. Mais nos populations qui sont tuées sans procès aujourd'hui au Congo, à combien peuvent-ils se chiffrer? Ce sont des masses énormes. N'oubliez pas que quand vous échangez ces jours-ci avec certains compatriotes de Kinshasa, ils vous disent que les cimetières sont bondés. Les gens sont enterrés à Kinshasa chaque jour. Monsieur Mbelou, pour revenir au cas de Diomi, je dis politique parce que il semble que Diomi soit puni pour avoir apporté son soutien à monsieur
Étienne Tshisekedi hein, lors des Non, mais élections de il 2011. non, il y a plus que ça. Diomi parlait du Congo. Diomi a le sens de son pays. Diomi voudrait voir son pays débarrassé de la tutelle de la communauté dite internationale et de l'occupation des pays voisins. Il y a tout ça. Le soutien offert à M. Etienne Tshisekedi n'est qu'une goutte d'eau qui peut avoir fait déborder le vase. Mais l'essentiel se trouve ailleurs. L'essentiel se trouve en ceci que si vous avez aujourd'hui 10, 15, 20, 30 Diomi dans presque toutes nos provinces, nos populations, comme elles connaissent leurs orientations patriotiques, comme elles optent toujours, souvent quand, comme je le disais, quand elles sont bien préparées, comme elles optent toujours pour la cause du Congo, faire taire Diomi, c'est éviter que ces populations ne puissent avoir d'autres Diomi qui les aident à se mettre debout. C'est la raison pour laquelle ces tricheurs, ces fraudeurs voudraient passer par l'élection indirecte, c'est-à-dire ils voudraient contourner les choix judicieux de nos populations pour pouvoir se concentrer sur les quelques Congolais qu'ils peuvent corrompre encore aujourd'hui. C'est toujours important de prendre tout cela ensemble. S'il y avait une véritable liberté d'expression chez nous, s'il y avait des médias réellement démocratiques chez nous, s'il y avait une véritable liberté de mouvement chez nous, et que les autres Diomi de nos provinces se lèvent pour parler, ces messieurs-là fuiraient le Congo du jour au lendemain. Mais ce qu'on fait à Diomi, c'est pour dire aux autres Diomi, attention, vous voyez ce qui pourrait vous arriver si vous continuez à croire que le Congo vous appartient. C'est cela qu'il faut aussi comprendre dans cette persécution face à laquelle Diomi est en train de se battre depuis maintenant plusieurs mois, je dirais même quelques années. Mais que dire de ceux qui soutiennent Diomi Ndongala et qui viennent, qui interpellent la fameuse communauté internationale, qui viennent commander les soutiens de cette communauté internationale pour qu'elle intervienne pour lui au Congo. Est-ce la bonne attitude à avoir dans cette affaire? Il y a d'abord une identification d'acteurs à faire. Quand nous parlons souvent de la communauté internationale, je ne sais pas ce que nous voulons dire. La communauté internationale, ce ne sont pas seulement ces pays qui ont conduit la sous-région des Grands Lacs là où elle est aujourd'hui. Mais si petit à petit, les Congolais, ceux qui soutiennent par exemple Diomi, réussissent à identifier les acteurs de cette fameuse communauté internationale qui pourraient peser de leur poids dans la balance des rapports de force, c'est tant mieux. Mais souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Ils vont vers ceux qui ont plongé le Congo dans le chaos où il se retrouve aujourd'hui. Là, nous avons, pour plusieurs d'entre nous, un réel problème d'identification d'acteurs, mais aussi d'identification d'alliés. Tous les membres de la fameuse communauté internationale ne sont pas nécessairement les alliés des patriotes et résistants congolais. Voilà ce que nous devrions faire. Apprendre à identifier les véritables acteurs tout en comptant un peu plus sur nous-mêmes. Peut-être que j'exagère en disant que le complot est tellement international que si nous ne comptons pas sur nous-mêmes, prioritairement, nous risquons de faire fausse route. Et comme d'habitude, je vous renvoie à certains livres comme celui de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes de grande puissance en Afrique. Ça, c'est un titre révélateur. Et quand vous lisez l'article de Marianne auquel je venais de faire allusion,
certains pays sont nommément cités pour le rôle qu'ils ont pu assumer dans le carnage qu'il y a eu, dans les assassinats, les massacres des Rwandais, des Ougandais et des Congolais par le trio qui est au pouvoir os aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique. Pour finir, un fait insolite, hein, tout de même, dans cette affaire Diomi, c'est l'apparition du député kabyliste Francis Kalombo comme avocat des partis civils. Il semble qu'il exercerait depuis quelque temps la profession d'avocat. Monsieur Mbelou, que de tels individus, hein, faussaires et imposteurs dans cette profession d'avocat, juste pour accomplir un besoin d'accomplissement et pignon sur rue, indique à quel point le pays est tombé aussi bas. Oui, le pays est en train, dans certains domaines, de marcher sur sa tête. Hein. Mobutu a eu a exercé le pouvoir comme dictateur dans ce pays-là, mais je ne me rappelle pas que du temps de Mobutu, on ait vu des imposteurs de la Kabylie, de Francis Kalombo, prester comme avocat. Le pays est en train de tout perdre, dans une certaine mesure, hein, parce que il y a beaucoup de cerveaux qui sont au pays et même en dehors du pays. Mais maintenant, c'est un peu le règne de gens qui ont perdu ce qu'on appellerait dans ma langue vernaculaire Bomuntu ou Bomoto, si on peut parler en lingala. Donc nous avons, si vous le permettez, nous avons aussi un problème à ce niveau-là. Nous avons des compatriotes qui, pour avoir amassé un peu de sous, ont cru qu'ils pouvaient exercer n'importe quelle profession et avoir accès à n'importe quel diplôme. Et c'est très dommageable pour l'avenir du pays. Heureusement que le Congo a beaucoup de ses fils et filles en dehors du pays et même au pays qui sont quand même conscients des limites qu'ils doivent mettre à l'usurpation des diplômes, des titres, ainsi de suite. Mais il y a cette inversion des valeurs. Le fait d'aujourd'hui de voir que plusieurs d'entre nous comptent beaucoup plus sur ce qu'ils ont que sur ce qu'ils sont. Et donc, il y a l'avoir qui passe de plus en plus avant l'être. Nous avons, pour plusieurs d'entre nous, perdu l'être, le beau muntu. Ah, il y a beaucoup de ce qu'on appellerait dans ma langue vernaculaire aujourd'hui au Congo, des bintuntu, mais aussi beaucoup de tuntuntu, qui croient mettre toutes leurs valeurs dans les sous qu'ils accumulent ou par les fonctions qu'ils exercent ou par la corruption à laquelle ils sont régulièrement soumis. Donc nous avons une question éthique importante sur laquelle nous devons travailler, c'est le travail de l'enrichissement de notre être, de notre bumuntu, de notre bomoto. C'est important. C'est une dimension que les patriotes et résistants congolais devraient approfondir dans la lutte d'émancipation politique qu'ils sont en train de mener pour le pays. Mais M. Mbelou, est-ce que cela ne pose pas fondamentalement les problèmes du modèle de société qu'on doit avoir chez nous? Parce qu'on voit bien, ceux qui réussissent, ceux qui prospèrent, ce sont des roublards, des imposteurs, voilà, les gens qui sont dans les combines, et ceux qui sont honnêtes, malheureusement, ils sont clochardisés au Congo. Oui, mais sur le court terme, on dirait qu'ils sont clochardisés. Mais quand vous étudiez l'histoire de tous les pays du monde, ou presque, hein, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la révolution culturelle de Mao. Hein, la révolution culturelle critiquable sur bien des points, mais elle a dû contribuer à l'avènement de la Chine d'aujourd'hui. Il y a un livre au titre très évocateur, Quand la Chine s'éveillera,
le monde tremblera. Et quand vous le lisez, vous vous rendez compte de la place que la révolution culturelle a pu jouer dans la Chine de Mao. Et les Chinois ont appris à passer de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale avec Mao. Nous avons un problème sérieux de révolution en profondeur à faire, mais aussi et surtout du point de vue de la connaissance, de la pensée et du point de vue culturel. Quel est le modèle de société que nous voulons pour nous et pour nos enfants demain? Quelles peuvent être les fondations culturelles, politiques, sociales de notre société de demain? Et je pourrais dire quelles pourraient être ces fondations anthropologiques. Alors souvent, et l'abbé Mpundu le dit dans un petit livre qu'il va publier d'ici là, souvent nous ne faisons que copier les modèles qui nous sont vantés, qui viennent d'ailleurs, et souvent même, nous copions même mal. Et est-ce qu'il n'est pas venu le temps de pouvoir réfléchir posément sur la direction, sur la vision, sur le modèle de société que nous voulons demain? Hein, vous savez qu'à la révolution culturelle en Chine, tout le monde a été reformaté. Demain, peut-être que nous ne serons plus là, mais demain, si nous voulons que ce pays-là reparte, il y a un travail de rééducation, de reformatage qui devra être fait, cela dans le chef de presque tous les Congolais. Parce qu'il y a nous sommes plusieurs à être abîmés par la propension à l'avoir et nous avons perdu notre être. Et cela doit être reconstruit. Donc on doit d'abord reconstruire l'homme congolais, la femme congolaise de l'intérieur, lui redonner son bomoto, son bumuntu. Et cela me semble être indispensable. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.